Salut les copains, re-bienvenue au Zone 2 podcast. Aujourd'hui, j'accueille un de mes amis, un de mes chums, Mathieu Young. Mathieu Young, il y a un défi qu'il tente de battre depuis 4 ans, un record Guinness qui est absolument insane. Le record, c'est de courir 10 km avec un sac à dos de 40 livres en un temps record qui est de 41 minutes et quelques. Ça donne un pace de 4,08 du kilo. Ce record-là est fou, ce record-là est unique, puis c'est le cheval de bataille de Mathieu, fait qu'il vient nous raconter ça. Ça fait 3 tentatives de record qu'il fait, dont une il y a 2 semaines, et il va nous débriefer ça un peu. Mais Mathieu, c'est aussi un conférencier, c'est aussi un créateur de contenu, fait qu'il nous explique comment il gagne sa vie à travers tout ça. C'est nouveau qu'il peut gagner sa vie à travers sa quête, de façon directe et indirecte, fait qu'il va tout nous débriefer ça, puis nous expliquer la charge que ça implique de vouloir battre un record Guinness et d'en faire justement sa quête de vie. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute, puis à bientôt. Ciao. Bienvenue au Zone 2 podcast. Merci. Je suis vraiment content de te recevoir. Un des personnages les plus intéressants de mon cercle, définitivement, Mathieu. Je suis vraiment content de te recevoir. C'est dans l'invitation, man. Yes, man. Tu as vécu beaucoup d'émotions tout récemment parce que tu as tenté un record Guinness. C'est un peu le... C'est pourquoi tu es connu, dans le fond, c'est de tenter de battre ce fameux record-là. Je te laisse peut-être nous faire une petite intro sur la personne que tu es puis ce fameux défi que tu tentes de battre depuis 4 ans. Ouais, en fait, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans, je viens de Repentigny. Introduction au dé. OD, yes sir. Allô, Mathieu. En gros, ça fait 4 ans que je me prépare pour battre le record Guinness du 10 km le plus rapide avec un sac de 40 livres. À base, je fais ça pour rendre hommage à mon père qui est décédé il y a 7 ans. Puis j'amasse des fonds aussi avec la prévention du suicide puis la Société de l'arthrite. Mm-hmm. Fait qu'en gros, c'est ça. Sinon, tout récemment, je suis rendu conférencier. On dirait que ça fait drôle de le dire. Là. Je dirais que ça fait moins d'1 an. Ouais. On dirait que je me sens un peu imposteur là-dedans aussi, mais j'ai commencé à donner des conférences en milieu scolaire, puis là aussi, je commence à être approché pour aller à différents endroits aussi. Ouais. Puis la création de contenu avec les partenaires aussi. Donc, je te dirais que c'est la première année que je vis de ça sans stresser. Oui. Genre vraiment que, OK, je suis capable de joindre les deux bouts, mais c'est ça. Ça a été un long cheminement, mais la quête vers le record continue justement. Ouais, malade. C'est vrai, conférencier, on se texte souvent, on n'en a pas vraiment parlé de ça, fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus tout à l'heure. Ce fameux record Guinness, là, tu as eu la chance de le retenter il y a 2 semaines. Yes. Tu m'as fait vivre beaucoup d'émotions. J'étais là, puis si moi j'étais stressé, je peux pas imaginer comment toi tu l'as vécu. Tu l'as tenté plusieurs fois, ce record-là. C'est comme vraiment ton cheval de bataille. Puis il y a quelque chose qui était différent il y a 2 semaines quand tu l'aurais essayé. Tu me parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement que tu étais plus dans le plaisir que les autres fois. Peut-être que tes premières fois que tu essayais de battre le record, tu étais plus investi émotionnellement avec le décès de ton père et tout ça. Puis que là, tu avais une certaine légèreté. Mm-hmm. Tu veux-tu me parler un peu de ce changement-là entre les 2 premières fois que tu l'as essayé puis la semaine dernière? Mais aussi, parenthèse, il y a un gros facteur aussi que je pense qui a aidé à enlever cette charge émotionnelle-là, c'est que les 2 premières fois que je l'ai essayé, je faisais ça la date de son décès. Fait que mon père est décédé aux alentours du 10 octobre. Fait que cette fin de semaine-là, c'est là que j'ai mis l'événement. Pour la signification, mais aussi en termes de performance, course à pied, même ça fait vraiment du sens. Même toutes au Québec, les marathons, les courses, ça se fait tout le temps à ce temps-là de l'année parce que niveau température, c'est l'idéal. Mm-hmm. Fait que je trouvais que c'était vraiment parfait comme timing, mais j'ai sous-estimé à quel point que ça viendrait me chercher parce que, exemple, quand c'est la fête des pères, quand c'est la fête à mon père ou même quand c'est ma fête à moi puis que je réalise que il est pas là, il y a comme cette charge émotionnelle-là, c'est comme cette dose de nostalgie-là qui arrive aussi. Ouais. Puis justement, les 2 premières fois que je l'ai essayé, j'étais juste envahi de stress, de mélancolie. C'est vraiment un mix d'émotions parce que aussi, il y a beaucoup de monde qui sont là pour toi. Tu as une belle grosse dose d'amour. Fait c'est comme plein de mixed feelings que t'es comme overwhelmed un peu. Là. Ah, c'est clair. Puis je pense que je l'ai vraiment ressenti. La première année que je l'ai essayé, je te dirais qu'il y avait ça beaucoup. Mais
c'est vraiment l'an passé, dans le fond, quand je l'ai essayé, que j'ai fait même une crise d'anxiété avant même de partir. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, je pense que ça m'a pris 25 minutes avant juste de mettre les 2 pieds sur la ligne d'arrivée parce que j'avais de la misère à respirer. J'étais juste overwhelmed. Je me souviens, ouais. Parce que c'est ça, j'étais là il y a 2 semaines, mais j'étais aussi là à ton à ton deuxième essai l'année dernière. Puis d'avoir vu les 2 fois, j'ai clairement vu dans ton body language avant et pendant la course que c'était pas la même game. Non, c'est ça. La semaine dernière, tu souriais, tu disais bonjour au monde. L'année passée, tu étais comme loin physiquement, tu étais à l'autre bout de la piste. Mentalement, physiquement, j'étais ailleurs. C'était pas la même game. Puis juste pour mettre les gens en contexte, donc pour battre ce record-là, évidemment, tu l'as dit, il faut avoir un sac de 40 livres sur le dos. Il faut faire la distance de 10 km sur une piste. Et c'est quoi le temps à battre pour le record? 41 minutes et 23 secondes. Fait que le record en ce moment est à 41,24. Ouais. Donc, juste une seconde de moins, puis le record est battu. Puis c'est un pace d'environ 4,08 le kilomètre sur un 10 kg avec 40 livres. Avec 40 livres, ouais. Fait que ça, c'est fou parce que ça demande aussi physiquement quelque chose qui est complètement unique. C'est-à-dire qu'il y en a plein des gars qui peuvent faire moins que ça, mais qui peut le faire à 40 livres? Ben, probablement personne. Fait que ça a un mix de capacité cardiovasculaire vraiment développé, mais de musculature, de puissance très développée. Puis tu ne peux pas être léger parce qu'il faut que le 40 livres représente pas trop une grosse partie de ton poids corporel. Exact. Right? Il faut que tu sois quand même robuste pour encaisser, juste d'encaisser, mais aussi, comme tu parlais de puissance et de force, mais pour fournir cette puissance-là. Puis aussi sur une période de temps qui est assez longue. Puis en plus de ça, tu joues à ça l'endurance cardiovasculaire puis musculaire. Fait que c'est vraiment... tu sais, on parle, genre, c'est comme trendy aussi, comme hybrid athlete puis tout ça, là, mais on dirait que c'est vraiment comme un défi vraiment comme spécifique, comme hybride, que, OK, il faut pas que tu sois juste rapide, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois puissant, il faut que tu sois endurant. Fait que c'est plein de qualités physiques différentes, mais aussi qu'habituellement sont pas tant ensemble aussi. C'est ça. Fait que c'est méga contre-intuitif. Un casse-tête de jumeler ça ensemble. Puis aussi, là-dedans, il y a la prévention de blessures. Il y a même le système nerveux il est hyper taxé quand tu fais une course avec ton sac. Après ça, la musculation, que tu joues à ça. Fait que c'est vraiment un casse-tête. C'est ça. Puis une chance, je sais que tu es bien entouré. Tu as un préparateur sportif, tu as un kin. Puis je pense que ça doit être un casse-tête pour eux parce qu'en kin, nous, comment on l'a appris, c'est qu'on fait une analyse de tâches. Fait qu'on regarde l'athlète, c'est quoi ses demandes au niveau de ses compétitions, ses entraînements. Puis après ça, on fait un plan de match pour améliorer les capacités physiologiques pour qu'il arrive au point X. Mais toi, comme tu dis, quand tu t'entraînes en force, tu vas tirer d'un bord. Quand tu t'entraînes en endurance, tu vas tirer de l'autre. Fait que comment est-ce que ton coach ou tes coachs t'ont planifié tout ça? C'est la réponse courte qui est un peu plate, c'est de laisser erreur. Parce que aussi, pour mettre les gens en contexte, le record, il date de 2012, si je ne me trompe pas. Puis, dans ces années-là, il n'y avait pas de série YouTube. Il n'y avait pas genre de reel pour dire « Hey, voici comment j'ai fait mon 10 km. » En plus, le gars qui a réussi ce record-là, c'est un militaire britannique. Puis, genre, sur Internet, c'est comme un fantôme. Là. Je pense que j'ai trouvé une vidéo de lui qui fait un tour de 400 mètres avec le sac. Puis c'est tout. Il n'y a pas de Facebook, d'Instagram, il n'y a pas genre... T'as jamais réussi à rentrer en contact avec lui? Jamais. Puis, tu sais, même j'ai fait des recherches un peu sur Internet, j'ai jamais trouvé rien. Tu sais, c'est comme un nouveau sport aussi, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'études scientifiques sur comment te préparer à courir avec une charge de 40 livres. Puis, tu sais, c'est pas juste 10, 20 livres, là. Tu sais, des fois, dans des gyms de CrossFit, exemple, on voit des vestes lestées avec 20 livres. Ben là, c'est le double. Puis aussi... On n'en a pas parlé, mais le poids est tout vers l'arrière. C'est ça, c'est un sac. C'est un sac. Et non, comme au CrossFit, une veste. Une veste. Fait il y a ça aussi que, courir, tu veux t'en aller vers l'avant, puis tout ton poids t'en retire vers l'arrière. Puis il y a une grosse partie aussi du sac, veut pas, même s'il est bien attaché, le corps, il faut qu'il soit hyper solide parce que le sac, c'est comme des micro-mouvements de gauche à droite pendant 40 minutes. Autant pour les stabilisateurs au niveau des jambes que le corps, là, c'est tout un casse-tête. Genre, moi, perso, en tant que kin, j'aurais pas aimé ça de coacher. Genre, je préfère te cheer parce que puis t'es bien entouré avec des gens qui sont comme vraiment, tu sais, je pense à Marc-Antoine Senneville qui prend soin de toi.
Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, puis c'est un bon candidat même pour te coacher. Ouais. Il y a beaucoup d'expérience. Mais pas là-dedans. C'est ça. Ouais, c'est peu importe le coach de course que tu vas approcher. Ouais. Puis tu sais, au début, à cause du temps, que 40 minutes, c'est comme un bon temps sur 10 km, mais ça reste que c'est un temps d'amateur. C'est un bon temps comme d'amateur. Ouais. Fait qu'au début, quand que j'ai parlé avec Marc, il trouvait ça comme c'est un beau gros défi, puis aussi avec le message derrière et tout ça. Mais on dirait qu'il réalisait pas à quel point genre le sac, ça change tout. Là, ouais. Ah, c'est sûr. Puis, même Marc, il me disait, je pense, Marc, si je me trompe pas, c'est 2,17. Au marathon? Au marathon, là. Ouais. Fait que, c'est tout un coureur. Là, il est vraiment solide. Puis, il disait, moi, tu me mets un sac de 40 livres. Là, puis, c'est ça. Oublie ça. Là, j'ai pas cette force-là, j'ai pas ce gabarit-là pour encaisser. Là, juste d'encaisser, parce que courir vite, c'est une chose, mais juste faire un 10 km avec 40 livres, peu importe le temps, déjà, ça, c'est immense. Une charge en soi, ouais. Puis souvent, les meilleurs coureurs comme Marc, ils pèsent très peu. Exact. Fait que là, si tu leur mets 40 livres sur le dos, ça c'est comme un tiers de leur poids, par exemple. Je sais pas combien ils pèsent, mais c'est vraiment unique. Fait que c'est sûr que physiquement, c'est unique. Puis j'ai l'impression que mentalement, c'est peut-être encore plus unique dans ton cas. Puis je serais curieux de t'entendre là-dessus. En fait, j'ai plusieurs questions que j'aimerais débriefer avec toi mentalement. Allons-y. Premièrement, j'aimerais ça t'entendre. Tu as été souper avec tes deux coachs, Marc et comment il s'appelle déjà, le préparateur, Alex. Ouais. Puis vous avez débriefé justement un peu en mode ami ta tentative de la semaine dernière. Qu'est-ce qui en est sorti de cette discussion-là de jaser avec tes coachs à un niveau plus humain? Ben, plus humain, premièrement aussi, sûrement que je vais en parler souvent dans le podcast, là, je vais me répéter, mais qu'est-ce qui ressort le plus de ça dans le défi, puis même l'événement que je crée avec ça là, pour tenter le record justement, mais c'est juste à quel point je suis bien entouré, puis l'amour des gens alentour de moi, autant dans les périodes plus difficiles que j'ai vécues dans les dernières années que spécifique au record, mais le souper qu'on s'est fait, ben, c'est pas moi qui leur a demandé. Là, c'est vraiment eux autres après, même pas 4 jours après le défi. Hey les boys, on se fait ça un souper, on va juste avoir du fun, on va pouvoir débrief, genre tranquille, sans être trop dans l'aspect performance, dans le trop sérieux, puis OK, là, on fait quoi? Puis les paces, les secondes. C'est ça, exact. On en a parlé, mais vraiment avec une bière, puis en mangeant une bonne bouffe, puis tout. Fait que ça enlève aussi une certaine pression, puis ça remet tout en perspective aussi de faire comme hey, it's not that deep. Là. Je comprends. Tu fais ça pour toi, pour te dépasser, pour 2 belles causes, pour rendre hommage à ton père. Puis c'est une question de temps avant que tu le réussisses. Là. On va juste s'ajuster puis trouver une moyen d'y arriver. Là. Fait que ça a juste comme fait redescendre la poussière puis remis les choses en perspective. Là, comme, OK, intéressant. Puis moi, une question que j'ai pour toi, brûlante, puis c'est une question que je te le disais avant, je te l'ai pas posé la question, mais je voulais te poser la question depuis ton défi. Puis j'en ai parlé avec une amie à moi. Puis je disais, hey, je devrais-tu poser cette question-là à Mathieu? Puis elle dit, ben si tu es un bon ami puis tu veux qu'il s'améliore ou tu veux comprendre sa réalité, oui, pose-y. Ouais. Fait que cette question-là que j'ai envie de te poser, c'est que j'ai l'impression que tu fais tout en ton pouvoir physiquement pour battre le record. Tu es bien entouré, tu t'entraînes clairement, tu skippes pratiquement pas d'entraînement. Non, ça me prend... Il faudrait vraiment que tu sois malade comme un chien, genre. Pas que je file ou que j'aille mal à quelque part. Fait que c'est comme si physiquement, tout est là. Puis moi, ma question que j'ai envie de te poser, puis il n'y a peut-être pas de réponse précise, c'est est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose qui n'est pas du tout relié à l'entraînement, qui pourrait faire que tu serais encore plus prête pour un record comme ça? 100%. Puis si oui, quoi? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que la clé... Là, c'est un gros statement que je dis. Pas comme si j'ai la réponse. Non. Mais j'ai l'impression que la clé se trouve à l'extérieur de l'entraînement, dans une autre genre de quête secondaire. Puis je sais pas si c'est une réflexion que tu as eue. Puis si oui, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire à externe à l'entraînement qui pourrait t'aider? Ben là, on s'en va à une place vraiment différente que... Ben, pas tant différente en fait, mais c'est 100% l'aspect mental. Puis, dans le fond, l'an passé, quand je l'ai essayé, l'affaire que j'ai réalisé le plus après, c'est que j'avais pas accepté le décès de mon père. Puis pour moi, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, genre ça fait 4 ans que je me prépare pour ça, 4 ans et demi même, mais
quand mon père est décédé en 2019, fait que moi, ça fait depuis 2019 que j'ai découvert ce défi-là, puis que je veux faire ça pour lui. Mais il y a une énorme charge mentale aussi qui vient avec ça, tu sais. Puis j'avais comme sous-estimé ce poids-là que aussi je me mettais en quelque sorte moi-même. Puis dans le fond, la tentative l'an passé, comme on a dit en début d'épisode, j'étais juste overwhelmed, tu sais. Puis c'est comme si j'avais comme réalisé pour la première fois, j'ai jamais accepté qu'il soit parti dans le fond, là. Puis pour moi, ce record-là, c'est tout mental. C'est moi qui se mets cette situation. Il y a personne qui me l'impose, il y a personne qui me dit « Hey, c'est ça ». Mais j'ai comme tout le temps associé ça à « quand je vais réussir ce record-là, je vais pouvoir passer à autre chose. Comme mon deuil va être fait. » Mais c'est pas de même que ça fonctionne. Je comprends, ouais. Exact. Fait que il y a toute cette charge-là mentale de faire aussi, pour moi, c'est comme la dernière étape de mon deuil, de réaliser ça pour lui. Mais là, comme l'an passé, en courant, tu sais, genre, les secondes avant même de prendre la ligne de départ, j'étais comme, j'ai pas accepté, genre, que tu sois parti. Ouais. J'ai pas le goût de clore ce chapitre-là. Tu sais, pour moi, il est pas, il est pas fini, je suis pas prêt à tourner la page. Fait que c'est comme si, genre, je m'auto-sabotais, genre, on dirait que c'était comme plus fort que moi, genre, j'avais comme un blocage mental de faire comme, j'ai jamais accepté que tu sois parti. Fait que, genre, pourquoi je passerais à autre chose? Puis est-ce que tu penses que tu l'as accepté aujourd'hui? Ouais. Beaucoup plus? Beaucoup plus, exact, parce que ça reste que, puis là, genre, c'est comme des quotes à Saint-Saëns, là, mais j'essaierai au pire de la rechercher tantôt sur mon téléphone, là, mais j'avais vu une quote, ça disait comme, j'essaie de trouver mot pour que ça sonne bien, là, mais c'était comme des fois de juste comme rester dans l'émotion, un peu dans la nostalgie de même, mais c'est ça, c'est comme la dernière émotion qui nous garde, qui nous associe, qui nous relie à, exemple, à mon père dans mon cas, là. Fait que de tirer la plug puis de faire comme, hey, genre, il reviendra pas, là, Fait que ça, mentalement, c'est vraiment tough. Puis dans le fond, le record l'an passé, je l'ai essayé un samedi. Puis le dimanche, mon père, où ce qui est enterré, c'est pas des pierres tombales, c'est des arbres. Oui. Puis c'est vraiment une belle place là, que tu vas te recueillir. Puis tu choisis comme l'arbre, ça a comme une signification aussi. Puis c'est comme un principe aussi de redonner à la nature, puis comme la vie. Là, tu fais que c'est ça, le lendemain de la course, genre, j'ai même dit à ma mère, hey, je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment que j'aille voir papa où il est enterré. Là. Ça t'appelle. J'ai comme un appel genre, vraiment brûlant. Puis quand que je suis arrivé là, je me suis juste assis dans le gazon devant l'arbre. Puis j'ai juste commencé à jaser avec lui, entre guillemets, mais genre vraiment tout seul. Puis à juste comme déballer mon sac, puis juste dire comment que je me sentais. Puis pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, après le record, c'est comme là que toutes mes émotions que je refoulais en dedans de moi depuis 7 ans, ils ont comme ressorti. Puis aussi, pour mettre les gens en contexte, quand mon père est décédé, c'est moi qui l'ai trouvé puis qui a essayé de le réanimer aussi. Puis il y a cette partie-là aussi de moi que, genre, le sentiment d'impuissance puis de ne pas avoir le contrôle. Puis, puis ça, je l'ai depuis que je suis jeune aussi. Avec la maladie que mon père avait, une maladie dégénérative des os, pardon. Fait qu'il y avait comme tout ce process-là que j'ai fait en jasant toute seule au pied de l'arbre, puis de faire comme, hey, genre, je réalise que genre j'ai juste jamais accepté que tu sois parti, là, t'sais. Puis dans le fond, ce record-là aussi, c'est une façon aussi de comme le garder en vie d'une certaine façon aussi à travers tout ça, là. Fait que c'est comme tout cette... Il y a des couches, hein? Il y a des couches. Il y a des couches puis des couches. Puis, en plus, ça reste que... je pense que c'est genre le corps de toutes les couches. Oui. de questions, mais j'ai vraiment comme une discussion avec moi-même, avec mon père, puis j'ai vraiment comme juste jasé tout seul pendant 1h15. Même des fois, je me revirais, puis j'étais comme, hey, si quelqu'un me croise, là, genre, il va dire, space, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Il y a tellement de facteurs. Puis, man, ça, c'est ce que tu es capable d'exprimer puis ce qu'on jase aujourd'hui, mais j'imagine que
comme tu dis, il y a 1 million de couches entre chacune des couches. Ça. Est-ce que tu as songé à essayer un autre projet de course, un autre défi, dans le but peut-être de changer le mal de place et pour peut-être pouvoir éventuellement retourner à ce défi-là? C'est pas que tu l'abandonnerais, mais changer le mal de place côté physique, mental. Est-ce que tu as songé à ça? J'y ai pensé beaucoup, puis je me le suis fait souvent proposer aussi, parce que veux pas, c'est tellement comme un peu hors du commun. Là, même j'ai certains coachs de course qui m'écrivent, puis qui me posent des questions, ou qui me proposent même de me coacher. Puis on dirait que ça pique vraiment la curiosité des gens là, aussi. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement spécifique que si tu t'éloignes un peu trop, parce que même un 10... Moi, je considère que même un 10 km pas de sac, c'est pas le même sport. On est d'accord, ouais. C'est pas le même sport du tout. Fait que même si je race un 10 km, oui, exemple, pour l'aspect compétition, d'apprendre à mieux gérer mon stress. Il y a comme plein de points positifs à ça. Ouais. Mais en point de vue performance, c'est parce que plus que tu t'éloignes aussi de courir avec ton sac et de cette spécificité-là, ben plus que c'est long à revenir. Parce que juste pour courir avec le sac, pour te donner une idée, ben, tu commences pas à courir avec 40. C'est progressif. Tu commences avec 10 livres, avec 15 livres. Puis, exemple, moi, la stratégie qu'on a utilisée pour me rendre à 40 livres, ben, c'est d'augmenter le poids du sac de 5 livres à chaque 3-4 semaines. Fait que pour te rendre à 40 livres, c'est long. Ouais. Puis là, un coup que tu es rendu à 40 livres, là, il faut que tu deviennes bon avec 40 livres, un coup que le corps est prêt. Ouais. Fait que c'est extrêmement long. Fait que si tu passes trop de temps à comme pas le faire, ben il faut tout le temps que tu réhabitues ton corps. Puis pendant que tu te pratiques, exemple, même si tu cours avec 20 livres, ben c'est pas 40. Fait qu'il y a tout le temps ce dilemme-là de... Ouais. Puis aussi, genre, même... Parce que même, exemple, pour les allures, tu sais, comment que tu fais pour comme savoir, OK, ça vaut combien sur papier ou physiologiquement, pas de sac, versus... Ça, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible à deviner. Fait que tu es tout le temps en train de guesser. Fait que tes entraînements, oui, veux pas, tu t'entraînes, il y a comme de l'amélioration et de la progression qui se fait. Ouais. Mais c'est tellement différent que ça devient très complexe. J'ai envie de te challenger un peu là-dessus. Ouais, vas-y. Parce que je suis d'accord que la spécificité du 40 livres, c'est tellement unique. Parce que si on fait juste te slapper un 40 livres dessus puis on dit cours, les chances que tu te blesses, même si tu es résilient, 100%. se sont élevées. Ouais. Pas toi parce que tu viens de le faire, là, mais si tu t'arrêtes 6 mois, c'est très unique la charge d'extra. Puis il n'y a pas d'autres sports comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire des sports connexes pendant une certaine période de temps puis qui vont revenir aussi en forme ou plus en forme. Je pense aux ultra-trailers. Ouais. Les meilleurs au monde, il y en a beaucoup que l'hiver, c'est très exigeant. Ils rentrent 200-300 km par semaine, c'est abusé. Là. Ouais. Donc, l'hiver, ils vont faire du ski de randonnée, du ski mountaineering. Si je ne me trompe pas, genre Kylian Jornet, il fait zéro, qui est un des meilleurs le meilleur ultra-trailer de l'histoire. Il y a certains hivers, il fait zéro trail run pendant, mettons, 3 mois. Il va juste faire du ski mountaineering puis ben du vélo. Puis quand il arrive en début de saison, genre en mars, avril, il reprend un peu puis il arrive à gagner des courses internationales, même s'il n'a pas fait de spécificité pendant 3 mois. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis il y a un aspect physique, mais il y a un aspect mental parce que pour lui aussi, de faire de l'ultra-trail puis d'aller dans les montagnes, faire de la trail tout le temps, t'as beau être le meilleur, ça doit être lourd. Oui. Fait que moi, c'est des discussions ouvertes que j'ai envers. C'est un super bon point. Pas pour te dire que j'ai raison du tout, juste pour comme explorer ça avec toi. Puis un autre principe d'entraînement aussi que je trouve intéressant, c'est que tu es familier avec les deload week, évidemment. Ouais. Donc, mettons que pendant 2, 3, 4, 5 semaines, tu augmentes ta charge. Puis après ça, il y a une semaine volontairement, tu vas réduire un petit peu. 100%. Donc, et ainsi de suite. Fait que c'est un principe que mon oncle me partageait, qui a été dans l'entraînement toute sa vie, c'est que tu peux faire une deload week à chaque mois environ. Tu peux faire un deload month, donc un mois plus mollo par année. Ouais. Genre en décembre, tu dis hey, je prends ça plus relax. Puis apparemment qu'il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui se font à chaque 4 ans une année plus relax hors de leur sport aussi. Donc tu vois la même genre de logique. Ouais. Puis quand mon oncle m'avait dit ça, ça m'avait full parlé, puis j'avais pensé à toi. Puis j'étais comme, pour pas t'aligner 10 ans de suite, la même affaire, de prendre 1 an comme
Pas de pas s'entraîner, mais de faire autre chose, genre. Fait que, anyways, I guess j'ai même pas de... Mais c'est un super bon point parce que même dans ma préparation, parce que ça reste que, tu sais, le muscle le plus important qu'on travaille dans le sport d'endurance, c'est le cœur. Mais que tu fasses du vélo, que tu fasses de l'elliptique, que tu fasses de la course avec un sac, que tu fasses de la nage, peu importe, ben ton cœur travaille quand même, tu sais. Puis surtout, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt vite fait, mais le système nerveux, là, genre, il est surtaxé tout le temps là, quand tu fais de la course avec un sac. Là. Fait qu'il y a ça aussi que... mais tu sais, oui, admettons, je suis vraiment spécifique de plus en plus avec mon sac, mais des deload week, pas de sac du tout, on en fait aussi. Ça fait partie du plan de match. Puis aussi, exemple, je te dirais tu sais, c'est pas une année complète, mais je te dirais de novembre à aller jusqu'à janvier, depuis 4 ans que je le fais, de novembre, aussitôt que je finis dans le fond de l'essayer au mois d'octobre, je suis tout le temps 2-3 mois, pas de sac. OK. Fait que tu sais, je suis pas... puis même quand on recommence, je recommence pas de 40. Je comprends. Fait que tu cycles un peu quand même. Là. OK. Fait que c'est pas, exemple, des années complètes avec 40 livres. Puis de toute façon, les 2 premières années que je l'ai essayé, non, même les 3 premières années que j'ai essayé, c'est la première année complète que je fais avec mon 40 livres parce que les autres années, je m'étais blessé. Fait qu'il a tout le temps fallu recommencer de zéro à chaque fois. Fait que ça aussi, c'était tough. Man, quel esprit de défi de fou, man. Il y a une autre raison pour laquelle c'est probablement plus difficile ton défi. C'est parce que tu veux le faire homologuer par Guinness, right? Qui est badass en tabarnouche, mais qui te rajoute un petit stress sans doute. Et t'en fais un événement public. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça que t'en fasses un événement public. Puis on en a déjà un peu parlé. Mm-hmm. Je fais le parallèle que moi, quand j'ai fait mon propre défi de faire un 100 kilos, je voulais pas inviter le monde. Mm-hmm. Je me suis dit, ça va être trop émotionnellement. Toi, tu le fais, tu décides d'en faire un événement, puis c'est magnifique. Est-ce que tu penses que si on enlève l'aspect Guinness puis on enlève l'aspect événementiel, que ça serait plus facile de réaliser? 100%. Ouais? Pourquoi tu le fais pas? Parce que ma mission, là encore là aussi, c'est comme des détails, là, mais ma mission puis le message, c'est quand c'est difficile de continuer d'avancer. Puis c'est ça aussi, by the way, la métaphore de courir avec le sac. Oui. By the way, c'est ça. Dans le fond, quand j'ai découvert le défi, quand mon père est décédé, j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai vu ce défi-là, puis j'ai vraiment vu la métaphore que peu importe les difficultés, peu importe les épreuves dans la vie, tu peux trouver la force, tu peux trouver le courage d'avancer. Puis c'est pour ça aussi que ça me tient autant à cœur, puis que le message, il me parle tellement. Puis pour moi, genre, ça serait comme aller à l'inverse de mon message, de faire comme je le ferais pas comme ça, okay. C'est plus stressant. Surtout que tu l'as déjà essayé. Donc là, ça serait comme de prendre un step back, de dire, hey, on le réessaye, mais sans Guinness, puis sans. Ouais, OK. Puis aussi, genre, moi, je m'en cache pas, je veux vivre de ça. Moi, après ce record-là, je veux continuer d'en faire d'autres, puis vraiment d'avoir mon branding, mon image de marque, de courir, puis de faire des défis, puis de faire des records Guinness, de courir avec une charge sur les épaules pour vraiment que ça soit mon image de marque, de faire mes conférences alentour de mes défis, alentour de mes réussites, de continuer de promouvoir ce message-là que quand on vit des épreuves difficiles, peu importe c'est quoi, qu'on peut trouver le courage d'avancer, justement. Fait que ça serait comme aller à l'inverse de mon message pour moi, de faire comme je le ferai pas de même parce que ça me fait peur. Je le ferai pas de même parce que ça me stresse. Non, genre, comme on parlait tantôt, mentalement, apprends à dealer avec ça, trouve-toi des outils, trouve-toi des personnes ressources pour t'aider à vaincre cette peur-là, justement, à combattre ce stress-là. Puis, fait que pour moi, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, même des fois, je me le dis, là, sûrement que si genre je me mettais pas toute cette pression-là, puis de performer aussi à cette journée-là précise devant tout le monde, devant des centaines de personnes, ça enlèverait une charge mentale incroyable. Mais en même temps, quand j'arrive à l'événement, puis que je vois toute cette belle grosse dose d'amour-là, puis je vois des jeunes avec leurs parents, puis des familles complètes qui se déplacent parce qu'ils croient au message autant que moi. Puis fait que à chaque fois que je finis un événement, je suis comme c'est impossible là, que j'en fasse pas d'autres. Puis il y a l'aspect aussi que j'ai des partenaires qui m'appuient aussi. Fait que ça, c'est une énorme visibilité, c'est une super belle visibilité pour eux autres.
Puis c'est ça. Fait que, c'est intéressant. Puis tu dis conférencier, puis que ça soit ton branding et tout ça. Je voulais justement te poser la question, comment tu vois ça pour la suite des choses? Puis c'est possible de vivre de ça, juste du personal branding? C'est possible de vivre juste des conférences? Comment ça fonctionne? Moi, je pense que oui. Ouais. Encore là, je roule pas sur l'or. Tu sais, quand on pense à conférencier, là, des fois, on imagine... les centres belles. Ouais, tu sais, le gars en veston-cravate là, qui est comme speaker, qui parle à un auditoire de 5000 personnes devant lui. Là. Mais tu sais, j'ai commencé bénévolement là, tu sais, en faisant des classes de primaire, puis à parler à genre 25-50 jeunes, puis tu commences à te faire connaître tranquillement. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de ça? Là, je divague un petit peu, mais dans le fond, c'est que en partageant sur les réseaux sociaux, parce que moi, au début, je pensais pas faire ça. Là. Puis en plus, je suis, tu sais, même sur les réseaux sociaux, j'essaie un peu de changer ça un petit peu, mais tu sais, je suis vraiment comme axé performance, puis un petit peu plus sérieux là, sur mes réseaux. Puis je suis pas tout le temps sérieux de même, dans la vraie vie aussi. Là. Mais en partageant mon défi sur les réseaux, ben, j'ai des enseignantes puis du personnel de différentes écoles secondaires et primaires qui m'ont contacté pour me dire « Hey, ça te tenterait-tu de venir partager ton histoire aux jeunes? » Puis ça a juste commencé de même, sans même que je le cherche. C'est vraiment comme « Hey, si jamais ça t'intéresse, tu voudrais-tu venir en jaser? » Puis en le faisant, encore là, ça me stressait vraiment beaucoup. Là. Genre, c'est clair. Sentiment d'imposteur aussi, j'imagine. 100%. Puis aussi, tu sais, ça reste que, tu sais, je suis un gars dans la vingtaine, là, genre, tu sais, oui, j'ai vécu des affaires un peu plus difficiles, mais j'ai pas tout vu là, dans la vie. J'ai encore bien gros à apprendre. Là, fait qu'il y avait ce sentiment d'imposteur-là de faire comme, hey, je m'en vais dire comme un peu... pas quoi faire, mais comme je comprends. Écoutez-moi. Puis, mais au final, tu fais juste partager ton expérience, right? Exact. Tu réinventes pas la roue. C'est pour ça que j'ai autant aimé ça, puis que finalement, genre, c'est pas facile, mais dans le fond, j'ai pas à me casser la tête. Je fais juste raconter ce que j'ai vécu. Puis aussi, que j'ai trouvé beau là-dedans, que j'avais même pas réalisé en acceptant la première fois, c'est que quand je m'en vais là, je parle à des jeunes, mais dans le fond, je parle aux jeunes comme Mathieu aurait aimé. Dans le fond, je donne la conférence que Mathieu aurait aimé avoir quand il vivait ses moments difficiles, quand il était à l'adolescence, quand son père était malade, quand mon père est décédé. Fait tout simplement, dans le fond. Fait que je fais juste raconter mon histoire, ce qui est quand même très simple. Parce que j'ai pas besoin d'inventer rien, j'ai pas besoin de chercher des idées, parce que je fais juste raconter ce que j'ai vécu, puis comment... Puis de ramener ça, dans le fond, au message qu'on peut toujours trouver le courage d'avancer, peu importe ce qu'on vit, peu importe à quel point ça peut être difficile parfois. Là. Puis comment ça fonctionne? Au début, tu vas dans des écoles, c'est des petits projets, tu le fais bénévolement, tu brises la glace. Là, tu commences à aimer ça. Quand est-ce que tu peux monétiser ça? Est-ce que les écoles te payent? Est-ce que une école, c'est public, c'est peut-être un peu différent? Est-ce que tu vas voir des entreprises? À respecter. Oui, j'imagine. Fait que comment est-ce que tu réussis concrètement à vivre de ça? Puis est-ce que tu fais d'autres choses que des écoles? Est-ce que tu vas travailler, parler à des business, par exemple? Pas des business, mais aussi là-dedans, il y a les partenariats aussi. Avec les réseaux sociaux. Là. Fait que même tout cet aspect événement, puis même aussi cette année, comme je disais tantôt, c'est comme la première année comme que je vis de ça vraiment des deux affaires en même temps, là, conjointement. Là. Les deux affaires étant conférence et réseaux sociaux, partenariat. Puis aussi de la façon qu'on pourra en parler tantôt aussi, là, parce que je sais que ça t'intéresse bien gros, là, mais aussi, je me suis comme trouvé une formule avec les partenaires de comme, OK, ben moi, si on embarque ensemble, ben c'est un contrat d'1 an. Oui. Genre, moi, je me vois pas, exemple, faire du contenu pour vous pendant 2 mois dans le contexte de mon défi qui représente le monde. Puis que 2 mois après, je représente un autre brand pour essayer de faire de l'argent. Moi, ça marche pas. Fait que si vous embarquez, ben vous embarquez à 100 000 à l'heure. Puis genre, c'est pour l'année au complet. Avec le défi, avec l'événement, avec une série YouTube, avec plein d'affaires connexes, avec de la création de contenu aussi sur une base quotidienne. Fait qu'il y a ça aussi que pour pouvoir en vivre, mais aussi, veux pas, les montants, c'est plus gros que si tu fais juste un post une fois dans l'année. Puis aussi, ça fait en sorte que ça t'enlève un stress niveau financier de faire comme, OK, ben je sais qu'ils sont avec moi pour l'année. Fait que j'ai pas à courir après mes scènes non plus pour faire comme, OK, ben là, on a fait du contenu cette semaine-là. Mais dans 1 mois, je fais quoi? Ouais, le mois prochain, y a-tu un contrat? Ouais, je comprends. Exact. C'est intéressant. Puis, il y a beaucoup
de créateurs, je pense, qui vont faire des contrats à plus petite échelle, un reel, deux reels, incluant moi parfois. Mais dans ton cas, vu que ça représente tellement, tu veux pas attacher n'importe quoi au défi. Exact. Fait que ça, c'est toi qui as pensé à ça, de dire, hey, je veux des contrats à long terme, parce que tu n'as pas d'agence. Non, puis tu fonctionnes juste, tu freestyle un peu, t'apprends la game. Vraiment. Genre vraiment. Mais là, tu sais, comme je te dis, ça fait un bon 4 ans que je navigue là-dedans. Fait que j'apprends aussi de mes erreurs. Puis j'apprends un peu plus à négocier aussi un petit peu. Ça fait 4 ans que tu négocies ici et là des affaires de plus en plus gros, dans le fond. OK. Exact. OK. Puis c'est ça. Fait que encore là, c'est plate un peu, mais c'est sur le tas. Là, des fois, tu acceptes de quoi, puis après ça, tu fais comme. Ouais, d'après. Genre, ça fait pas tant de sens. Genre, ça fait pas tant de sens pour moi, mais pour eux autres, ça fait vraiment de sens. Mais... Puis tu vas devoir continuer dans cette veine-là. Je veux dire, si c'est ça que tu veux faire de ta vie, les négociations, ça va toujours faire partie de la game. 100%. Les courriels, les ententes, les contrats aussi. Fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, parce que comme là, on pourra en parler tantôt, mais il y a aussi une série sur YouTube que j'ai sortie dans les derniers mois. Ouais, ben parlons-en, ouais. Puis, que je m'en allais dire. Mais c'est ça, avec la série YouTube, c'est un autre volet, justement, à la création de contenu. Mais juste ça, la série, parce que veux pas, ça a des gros coûts. Puis moi, mon but, c'est de sortir un épisode à chaque semaine ou maximum aux 2 semaines. Mais pour essayer de se faire un budget puis de pouvoir aussi vivre, là, parce que c'est pas juste de genre, OK, j'ai de l'argent pour mon projet puis je fais juste faire ça. Là. Il y a comme la vie aussi. Clairement. Il y a ça aussi. Fait que pour pouvoir être capable de comme vivre puis d'avoir une vie comme un peu stable, ben j'ai fait le compromis de OK, je vais faire la série avec un vidéaste, mais c'est moi qui vais faire le montage. Ah ouais? Fait que tous les épisodes que vous voyez depuis le début de la série, c'est tout moi qui ai monté. Fait que moi, je reçois les fichiers RAW. Oh my God, OK. Puis, fait que souvent, le monde écoute la série puis ils sont comme, ah, crème, genre, mais by the way, Charlotte, Samuel Choquette, là, genre, les shots qu'il prend, c'est incroyable. Puis, genre, il est vraiment bon. Puis, il m'aide aussi à joindre mes idées puis tout ça. Mais l'épisode que, genre, vous voyez, ben, c'est moi qui ai passé 30-40 heures dans la semaine à faire ça au complet. Puis, juste en création de contenu. Puis c'est pour ça aussi que je veux comme vivre de ça, parce que premièrement, j'adore ça. Ouais. Puis je me dis, je pourrais pas faire d'autres choses tant que ça. Là, parce que juste en création de contenu, pour sortir mon épisode par semaine, c'est du 30 à 40 heures de montage par semaine. Mais ça, là-dedans, il y a les clips, il y a l'aspect administratif, il faut que je m'occupe de l'événement, il faut que je m'occupe de mes partenariats, il y a la négociation de contrat, il y a comme... Je savais même pas ça, man, que tu faisais ton montage. Ouais. Fait qu'en fait, c'est un bon compromis pour avoir plus de sous, en fait, pour négocier plus de sous, parce que tu travailles un peu indirectement pour, dans ce cas-là, Gourou, qui font la série, mais t'es à ton bureau à tous les jours à travailler, 100%. En fait. Fait que tu t'es comme trouvé un contrat, mais une job dans un sens, right? Comme à 100%. Crime, je savais même pas. C'est comme là, tu viens de le mentionner, mais c'est Gourou qui présente la série. Mettons, moi, je suis payé par Gourou pour, ben aussi, comme je disais tantôt, pour l'année au complet, pour il y a Shop Santé aussi qui est là-dedans. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils apparaissent dans la série. Comme Gourou, c'est le présentateur officiel de l'événement puis de la série. Puis c'est ça, j'ai comme trouvé un compromis de faire comme, OK, ben j'ai pas les moyens financiers parce que, puis aussi, c'est de le faire sur une base régulière. Parce que, exemple, sortir 3-4 vidéos dans l'année, c'est quelque chose, tu sais. Mais avec l'événement, justement, j'ai tellement réalisé que les gens étaient impliqués émotionnellement en étant là. Ben, j'étais comme, hey, ils sont impliqués émotionnellement, mais ils connaissent genre 10% de mon histoire. Fait qu'imagine si je leur dévoile, c'est impossible de dévoiler à 100%, là, mais exemple, si je leur raconte 75, 80, 90% de tout ce que j'ai traversé pour être sa ligne d'arrivée en ce moment, ben c'est sûr que les gens vont embarquer, puis ceux à qui ça parle, ben ils vont être impliqués émotionnellement, puis ils vont embarquer, c'est sûr. Là. Ben, c'est la première fois que j'entends ce type de contrat-là, puis tu sais que ça me fascine ces genres d'affaires-là, parce que moi aussi, j'ai pu quitter ma job puis vivre des réseaux sociaux. Puis c'est tabou aussi, on dirait, on n'ose pas trop en parler, puis on dirait, puis ça reste que, tu sais, comme moi, là...
quand mes grands-parents ils me posent des questions, là, ben, eux autres, je travaille pas. Là. Dans leur tête. Dans leur tête, oui, c'est compliqué à expliquer. Là. Ouais, je n'ai pas de travail. Puis, oui, parce que tu ne te présentes pas à un bureau à quelque part. Fait que comme, surtout pour la génération de grands-parents, c'est. Moi aussi, quand je parle j'ai un grand-père encore en vie, je simplifie vraiment beaucoup l'explication parce que, je veux dire, même quand je l'explique à quelqu'un de mon âge, ça peut être compliqué. Exact. Fait qu'il faut simplifier un peu pour nos grands-parents. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Mais tu sais, pour te donner un exemple, même le premier épisode que j'ai sorti de la série, on avait tourné plein de... Parce que, aussi, juste ça, aussi, genre, tu sais, je te parlais de montage environ un 30-40 heures. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a aussi mon contenu comme sur une base quotidienne aussi que je veux sortir, tu sais, environ un post à chaque 1 ou 2 journées. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis on avait tourné... il y a aussi, genre, il y a des séances de tournage aussi, tu sais, à planifier. Puis comme là, mettons, dans la série, il y a une entrevue pour moi, il y a une entrevue pour mon coach de course, il y a une entrevue pour mon préparateur physique. Fait que là, en plus de tout ce qu'on a nommé tantôt, ben moi, j'ai des tournages aussi dans ma semaine qu'il faut que je coordonne les disponibilités de Sam, mon vidéaste, qu'il faut que je coordonne avec mon coach de course, qu'il faut que je coordonne avec mon préparateur physique. Il faut trouver aussi des emplacements. Pour filmer. Il y a comme plein fait que c'est ça, le record est ta job à temps plein. 100%. De façon directe et indirecte. C'est ça, tout tourne alentour de ça. Puis... Il rajoute au stress du record, en fait. Parce que c'est ça, parce que il y a comme ce stress-là aussi de faire, OK, là, tu fais tout ça. Ouais. Ben, genre, faut quand même que tu le réussisses. Oui, c'est ton depuis le job, bro. Ah, mais non, parce que, tu sais, c'est ça. Bon, tu l'as pas réussi, puis ça, la quête continue, puis c'est la beauté de la chose, là, mais... 3 jours avant ta tentative de record, tu m'as appelé. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as demandé, Mathieu? Je t'ai demandé si tu pouvais filmer, de me pacer, en fait, parce qu'avec Guinness, faut que ça soit vraiment spécifique, là, comment homologuer le record, fait que ça prend des angles de caméra. Parce que pour donner une idée aux gens, parce que, tu sais, quand je parle de Guinness, c'était comme le stéréotype classique du gars en veston-cravate avec le logo de Guinness sur son veston, là, mais juste pour qu'il soit là sur place, ça coûte environ 20 000 US. Ouais. On parlait de budget, puis que moi, je travaille genre juste en montage pour les épisodes d'un 30 heures par semaine. J'étais comme, le 25 000 US, je l'ai pas. Fait qu'il y a comme une grosse liste des barèmes à respecter pour homologuer le record. Fait que justement, je t'ai demandé, puis t'as accepté avec grand plaisir. De filmer dans le fond à l'arrière une caméra à l'arrière de vélo. C'est ça. Puis aussi, moi, je t'ai donné des paces à respecter justement pour pas, exemple, que tu roules à 3,50 puis que moi, j'essaie de suivre puis que je suis au bout de ma vie après 2 minutes. Puis aussi de pas être trop lent non plus. Fait que, tu sais, il y avait comme plein de logique à ce niveau-là. Ouais, j'étais surpris en crime de recevoir cet appel-là. Parce que tu me dis, est-ce que tu peux être sur un vélo en avant de moi pour te filmer? Parce qu'il y a une GoPro, comme tu dis, pour homologuer le record. Mais après ça, le bicycle, il faut qu'il roule à bonne vitesse parce que je peux scraper ton record. Oui. Puis mon premier réflexe, c'était comme, j'avais tellement peur, j'avais envie de dire non parce que c'était trop de responsabilité. Mais ça l'a bien donné parce que t'es dans ton bike era live. Ben exactement, je suis dans mon bike era. Puis je pense que tu l'as senti. Fait que t'as dit, en tout cas, c'est comme les étoiles sont alignées. Mais aussi le fait, genre c'est con, mais quand j'ai vu que, avec ta blessure que tu commençais à faire du vélo, parce que je cherchais quelqu'un, mais pas à tout prix, parce que je me disais, ça prend quand même quelqu'un qui sait c'est quoi comme le pacing. Tu sais, exemple, j'aurais eu des amis qui me l'auraient comme proposé ou que ça leur a fait, genre, c'est sûr que ça leur ferait plaisir de le faire. Mais, genre, pas arriver, puis la personne est tout à bout de souffle après, genre 20 minutes, puis comme, mes jambes ne suivent plus. En vélo, alors que toi, tu suis le pace avec ta veste. Fait qu'il y avait tout ça, puis cette compréhension-là de pacer, puis d'expérience en course à pied. Fait que, pour vrai, t'étais comme le candidat idéal. J'étais honoré, mais j'étais comme, oh shit, OK, c'est une charge mentale que tu me passes. Ouais. Toi, tu l'as en moins, moi, je l'ai en plus. Mm-hmm. Mais après comme 1 minute de réflexion, j'étais comme, ben, évidemment que la réponse c'est oui, genre je vais pas dire non, je me sens prête à le faire, mais reste que j'ai jamais pacé personne à vélo. Puis là, il y a
300 personnes qui check, puis 2 personnes sur la piste, toi puis moi. J'étais comme un peu comme oh fuck. Puis toi, en plus, tu veux pas faire tes gros défis devant des personnes. Pas ce charge émotionnelle-là. Puis moi, je suis comme, hey, by the way, tu viendrais-tu le faire avec moi dans le fond? Je peux pas te dire non. Fait que là, le lendemain que tu m'as demandé ça, j'ai sorti mon bike, j'étais sur le canal La Chine, j'ai sorti ma montre, puis j'ai commencé à pacer le vélo au pace que tu m'avais dit. Je vais juste arrêter 2 secondes. On voit à quel point Jay, genre, c'est une bonne personne parce que je pense que j'ai demandé ça comme le mercredi. Puis le jeudi, il m'envoie un message vocal genre, hey, je viens de me pratiquer à pacer. Là. Puis là, exemple, j'avais donné pour commencer la course, exemple, un 4-12, 4-15. Tu sais. Puis là, il dit, hey, j'étais à 1 seconde près, là, tout est good. Le gars, il est encore plus locked in que moi, je pense. Là. Mais là, j'étais comme, waouh, parce que je me disais, ça m'a fait plaisir, mais si je fuck up, toi, t'as pas de record. Mais no big deal, hein? Fait que là, je me suis dit, il faut que je me pratique. Fait que justement, je m'étais dit, je vais faire 4-15 de pace. Puis j'avais fait 4-14 en vélo. Je me disais, OK, c'est beau. Sauf que là, tu me proposais un autre vélo électrique qui n'était pas le mien. Qui faisait un autre. Fait que je suis arrivé comme 2 heures avant ton record pour être sûr. J'ai fait des loops. J'étais stressé pour vrai. Mais je me disais, en fait, je me suis auto-brainwashé. J'étais un petit peu stressé. Puis le matin de ton record, je suis rentré dans mon char. Je plaçais du gros rap. Puis je te jure, je disais à haute voix, il n'y a personne de mieux pour moi pour faire ce pour pacer Mathieu Young, bro. C'est moi. Mais je me brainwashais, tu comprends? Le pire, c'est pas du brainwash parce que, genre, pourquoi je l'ai demandé à toi? Parce que, genre, je pensais vraiment que tu étais la meilleure personne pour faire ça. Gentil. Écoute, c'est une anecdote que je trouve tellement fun. Puis j'ai été honoré de le faire. Il y a une autre anecdote qu'on a vécue ensemble. Toi, t'es venu à mon record. Moi, c'est pas un record. C'est un record personnel. C'est un record personnel. J'ai couru 100 km en boucle de 1 km en novembre dernier. J'ai invité mes proches, mes amis. Comme je disais, je voulais pas inviter tout le monde, mais finalement, il y a quand même une quarantaine de personnes, amis, familles qui sont venus, là, qui était le fun. Finalement, pour quelqu'un qui voulait pas t'en c'est ça. Genre, il y avait quand même du monde. Puis, quand t'es arrivé, j'étais au kilomètre 60 à peu près, 62, 64, puis je commençais à être fucking dans le dur. Ça se place dans un souper de Noël, ça. Ah, tu sais, au kilomètre 60, j'étais comme... Kilomètre 60, écoute. Puis j'avais vraiment une boule dans l'estomac d'émotion parce que ça faisait déjà, je sais pas combien d'heures que je courais, puis tout ça. Puis les gens qui venaient supporter, ils venaient ou ils partaient, fait que c'est pas tout le monde qui était là en même temps. Puis toi, t'es arrivé à un moment où est-ce que j'avais une petite boule dans le ventre. Puis j'avais l'impression que j'avais un vase trop plein puis il fallait que ça sorte. Puis dès que je t'ai vu, j'ai commencé à brailler dans tes bras. Puis c'est sorti tellement naturel. C'était la 2e fois de notre vie qu'on se voyait, by the way. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. C'était la 2e fois qu'on se voyait. Mais justement, tu sais, je pense que tu représentes vraiment bien ton défi qui est pour la santé mentale, puis chez les hommes aussi, tu sais, tu parles de masculinité parce que on est des hommes. Puis le fait aussi que je le fais, tu sais, c'est un fils qui fait ça pour son père aussi, fait qu'encore là, comme tu parles santé mentale au niveau des hommes, ben, tu sais, ça se rejoint. Exactement. Puis tu l'exprimes à travers ton défi depuis des années, mais tu l'exprimes aussi à travers la personne que t'es. Puis même si on se connaissait pas, j'avais envie de m'ouvrir à toi, puis c'est avec toi que je me sentais confortable de brailler puis de sortir mon méchant. Puis tu m'as juste pris par l'épaule, genre, puis t'étais comme, c'est normal que ça soit dur. T'étais au kilomètre 60, genre. Puis tu m'as pas jugé, on a juste marché ensemble, je t'ai pleuré, man. Je t'ai dit, c'est pour ça que tu le fais. Là. C'est vrai, tu m'as dit ça. C'est 100%, je me rappelle encore, c'était un, genre, moi aussi, c'est un sentimental aussi, là, mais dans le sens, tu sais, quand je t'ai vu, puis aussi, c'était au mois de novembre, puis moi, un mois avant, je venais de vivre ma crise de panique au record. Fait que être overwhelmed émotionnellement, je sais c'est quoi. Tu savais vraiment c'est quoi, Puis, dans le fond, j'ai juste essayé de dire qu'est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à ce moment-là. T'sais. Moi, c'est ça mon thinking. T'sais, j'en parlais tantôt avec les conférences je me le fais dire quand même souvent que genre, je suis réconfortant, genre, les gens se sentent quand même à l'aise de me confier des affaires assez personnelles puis tout ça. Tu sais, même dans mon cercle d'amis, je suis comme la personne un peu comme ressource que quand ça va pas, que tu sais, c'est aussi genre ils se disent il a vécu pas mal d'affaires. Il va comprendre. Il va comprendre, tu sais, il est brisé. Mais c'est ça que je trouve tellement beau puis ironique, c'est que tu sais, physiquement, tu fais très masculin, t'es très musclé, tu veux battre des records Guinness, mais on associe ça tellement avec la robustesse et tout, tu sais, alors que
tu es ça, mais tu es aussi tout ce qui est l'opposé à ça, de la douceur, puis l'écoute, puis tout ça. Puis je trouve que c'est ça qui fait un homme masculin moderne j'allais dire qu'on devrait tous aspirer à être. Chacun peut être comme il est, mais moi, j'aspire à être un peu comme toi, d'avoir ces deux côtés-là, tu sais. Puis je pense que c'est ça que j'essaie aussi de montrer, c'est que... Parce que longtemps, tu sais, on en a parlé tantôt, mais tu sais, d'être justement le gars qui performe, puis qui est genre... Mais aussi, dans les dernières années, justement avec le record, mais dans la vie en général, j'ai réalisé, mais tu peux être plein d'affaires, là. Tu peux être le gars qui est sérieux à l'entraînement, puis tu peux être le gars qui prend une bière puis qui a du fun puis qui compte des jokes de mon oncle aussi. Tu peux être le gars qui broille puis qui prête ses émotions. Tu peux être genre, puis c'est pas genre, tu peux être ça, je suis tout ça. Fait que c'est juste de faire, moi je suis de même, puis genre de juste le montrer, puis ceux qui vont aimer ça, ils vont aimer ça puis ils vont embarquer, puis au final, ceux que ça plaît moins, c'est pas... It's not your people. Ouais, exact. Compte, là, ils sont pas obligés de suivre ton truc. Mais non, c'est ça, je trouve ça... parce que ce moment-là, je veux m'en souvenir, de te pacer sur un bicycle, puis de pleurer dans tes bras. Puis comme on dit, on s'est vu genre 4-5 fois, mais on en a vécu des affaires ensemble, man, on a juste vécu des highlights. Tu parlais que tu veux que ça soit ton branding de briser des records, le côté Guinness, le côté gros challenge. Si ou quand tu brises le record, qu'est-ce que tu voudrais briser comme autre record? C'est quoi les autres trucs que tu as en tête? Je voudrais pas tout de suite le dire. Oh, mais j'ai fait d'autres podcasts dans le passé, puis je vais laisser les gens fouiller un peu. OK. Mais il y a un épisode de podcast vraiment deep intense là, que je me sentais quasiment comme si j'étais chez le psy. Là. OK. Ouais. Puis je le dis à la fin du podcast. Fait je vais le laisser de même parce que aussi, cette année, c'était sur mon calendrier de course de le faire, celle-là aussi. Moi, dans ma tête, même avec les partenaires, j'avais prévu faire le record le 30 mai, puis d'en faire un autre en fin d'année. Qui est complètement... C'est encore une course avec un sac, mais c'est complètement l'inverse de ce que je fais présentement. Oh! Je pourrais te le dire off mic. OK. Je sais ça, je sais même pas. Puis même quand tu le dis comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête de la façon dont c'est tout... moi, j'ai une liste de 10 à 11 records avec un sac que je veux faire. OK. C'est tous des records qui existent déjà? C'est tous des records qui existent déjà. Je comprends. C'est tout avec 40 livres ou non? Il y en a avec 40 puis il y en a avec 20 livres aussi. Ah, OK. Je pense au Murph, je sais pas si c'est ça, puis je veux pas te mettre dans le spot. Mais le Murph, c'est pas ça, parce que le Murph, c'en est un classique. Là. Ça va être il est même pas sur ta liste des 11? Non. OK. Parce que c'est genre le truc le plus famous, non, avec le sac? Mais c'est pas avec un sac, c'est avec une veste lestée. Ah, toi, c'est tout avec un sac. Exact. Ben là, tu pourrais translate tes skills puis mettre la veste lestée. Non, mais je comprends. Mais il y a ça aussi que genre, tu sais, on parlait comme d'image de marque, puis genre, le message que je suis vraiment comme associé à ce message-là, puis j'y crois vraiment. Mais il y a ça aussi que genre, c'est pas une veste lestée, c'est un sac. Il y a ça aussi qui fait que c'est encore plus comme particulier, encore plus comme unique. Fait qu'il y a ça aussi qui m'intéresse full dans le défi. Là. Parce qu'il y a probablement plus de records de vestes lestées out there que de sacs. Mais le pire, c'est que je suis tellement comme locked in puis focus sur ça que des vestes lestées, j'ai même pas regardé. Je comprends. T'as une carrière à accomplir de sacs. Là. OK, je comprends. Puis pour ton record, tu vises une autre tentative du record du 10 km? Oui. Je ne l'ai pas annoncé encore, là, fait que je ne voudrais pas le dire tout de suite. Puis aussi, ça reste à confirmer avec les partenaires parce qu'il y a un autre événement aussi qui vient avec ça. Là, fait qu'il y a un gros volet logistique aussi qui reste à définir, mais je veux le réessayer cette année encore. Là. Cette année en 2026? OK. À voir les dates, mais ça puis serait... aussi, tu sais, mentalement, comme je disais tantôt, c'était comme la première année que je le faisais un peu plus dans le plaisir. Mais aussi, j'ai réalisé que j'ai comme essayé comme involontairement de comme me déconnecter de l'aspect performance pour, on dirait, comme par avec elle j'avais vécu l'an passé. Fait que on dirait que j'étais beaucoup plus dans OK, là, je veux le faire au complet, parce que pour mettre les gens en contexte aussi, l'an passé, j'ai craqué mentalement en plein milieu de la course, puis je me suis mis à marcher. Ouais. Fait qu'aussi mentalement, de faire comme hey, moi je dis à tout le monde que je vais faire un record du monde. J'arrive au kilomètre 3 ou 4. Puis mon message, c'est quand c'est difficile, on continue d'avancer. Puis je me mets à marcher. Genre, what the fuck? Tu sais, genre... fait que ça, mentalement, ça a vraiment été tough. Puis en plus de tout l'aspect que je disais que, pendant que je courais, j'étais comme, hey,
dans le fond, je fais ça, mais j'ai jamais, genre, je suis pas prête à passer à autre chose. Là. Genre, ce chapitre-là de ma vie, j'étais encore à fond dedans. Là. Genre, j'ai jamais accepté que mon père soit parti. Il y a comme plein de trucs personnels, émotionnels que j'ai comme pas pris le temps de guérir, puis de pas m'asseoir avec moi-même, de faire comme, hey, j'ai telle affaire à régler personnellement, tu sais. Ben oui, j'étais là à ton deuxième record quand t'as arrêté. Ouais. Puis après ça, tu as fait de l'alternance marche-course pour le reste, mais tu l'as quand même fucking fini ta course. C'est ça pour ton message. Je voulais quand même finir avec ça, mais de faire comme, ben, même si j'ai marché, mais je courais, je marchais, mais j'ai quand même continué le 10 km, puis je l'ai fait au complet quand même. T'sais. Exact. Puis aussi, genre, mentalement, c'est tough là, de continuer à avancer, faire comme, hey, peu importe ce que je fais, là, le record ne sera pas battu. Là. Ouais. Même si je continue à marcher, à courir, puis que je continue à faire des tours, mais c'est impossible que je le réussisse. Mais mentalement, il y a ça aussi qui c'est une autre charge, c'est encore plus tough mentalement. Puis, mais encore là, tu sais, il y avait toi qui étais là. Je me rappelle aussi de mon chum Marco Danovic, qui me criait après. Ouais, Dano, il criait après comme un chien. Mais genre, ça peut pas faire autrement, puis c'est dans ces moments-là que tu fais comme hey, c'est pour ça que je le fais. Là. Ça rassemble les gens, mais aussi ça fait sortir des émotions là, que tous les jours tu vis très rarement. Là. Ah man, je sais parce que j'en vivais, puis je même pas. C'est pas moi qui fais le record, fait que vraiment chapeau pour tout ce que tu fais, puis si tu as besoin d'un pacer pour ton édition de cette année, tu me shoot un texte. C'est mon gars qui est déjà sur la liste. Nice, man. Respect. Hey, j'ai bien hâte de suivre ça. Fait que les gens peuvent te suivre principalement Instagram. Ouais, Instagram, Mathieu Young. Fait que c'est barre en bas Mathieu Young avec juste un T. Young, Y-O-U-N-G, comme jeune en anglais. Ouais. Puis il y a la série YouTube, ça s'appelle Courage. Ouais. Fait que tout, dans le fond, même ma conférence, c'est alentour, ça s'appelle Histoire de courage. Fait que je raconte mon histoire, mais c'est tout à propos de ce mot-là, de continuer d'avancer malgré les difficultés. Puis la série raconte, dans le fond, je raconte un petit volet de moi quand j'étais plus petit. J'ai joué au hockey plus jeune, à l'école, puis tout ça. Je raconte un peu ça dans la série, mais j'essaie le plus possible d'illustrer, dans le fond, les 7 années à partir du décès de mon père, quand j'ai découvert ce défi-là, à aller jusqu'à aujourd'hui, en 2026, pour réaliser ce record-là, puis de montrer tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect performance, oui, mais comme mental aussi, derrière ce défi-là, les hauts, les bas. Il y a mes coachs qui témoignent aussi dans la série. Il y a moi aussi qui raconte mon histoire de A à Z. Je vais vraiment comme deep. Là. Je raconte même j'ai regardé, puis je raconte même le décès de mon père, comment que je l'ai vécu. C'est vraiment assez complet. Là, puis le niveau de production est nice aussi. Là, comme tu disais, avec le travail de Sam derrière ça, c'est vraiment hot. Parfait, man. Puis tu reviendras une fois que tu brises le record, en fin 2026, tu viendras nous débriefer ça. Ouais, tu débrieferas aussi ton pacing de vélo. Ouais, parfait, je vais faire ça. Yes. Ben, merci d'être venu, man, puis on se rejoint bientôt. Yes, merci, Dieu. Salut, man.